La violence psychologique, c'est de pas savoir si tu vas avoir le droit de manger ou pas. C'est de pas savoir si tu vas avoir le droit d'aller te coucher ou pas. C'est de pas savoir combien de coups tu vas te prendre. C'est de pas savoir si tu vas passer le week-end dans la cave ou pas. C'est beaucoup d'incertitudes sur ce qui va arriver la minute d'après. Et puis aussi, c'est beaucoup de paroles blessantes. J'ai beaucoup entendu quand j'étais petite « je t'aurais, t'en crèveras, mais je t'aurais, t'es pire qu'un chien ». C'est beaucoup d'humiliation. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous êtes sur RCJ. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Chaque épisode est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont artistes, chefs d'entreprise, écrivains, entrepreneurs, sportifs ou activistes et ils ont accepté, le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Je suis régulièrement invité à parler de mon histoire personnelle et de mes actions positives en faveur des plus défavorisés. Ce soir-là, l'organisation Féminin Pluriel m'avait demandé de venir parler à ses membres. Avant moi, elles avaient permis à un médecin d'évoquer son parcours. 5 minutes de prise de parole, authentique et puissante. Je ne pouvais donc pas ne pas l'inviter afin que vous aussi puissiez entendre son témoignage, son parcours de vie. J'ai donc le plaisir de recevoir cette semaine au micro de Pause la chef du service de médecine de la douleur de l'hôpital Necker Enfants Malades. Un poste prestigieux qu'elle combine avec notamment la direction de son association, Impact, qui vise à favoriser la santé, la scolarité et l'accès à la culture des jeunes victimes de violences. Si elle mène ce combat, c'est que c'est aussi le sien. Enfant, elle est victime des violences physiques et psychologiques de son père, qui l'a forcée à jouer du piano jusqu'à l'épuisement, sans hésiter à la priver de nourriture, à la battre ou bien à l'enfermer dans leur cave s'il n'était pas satisfait. Elle finit par tirer la sonnette d'alarme à 14 ans, aidée par l'infirmière scolaire et être placée en foyer pour fuir l'enfer familial. Elle est avec nous aujourd'hui pour nous livrer son témoignage poignant, nous expliquer comment elle a réussi à surmonter ses épreuves jusqu'à réaliser son rêve d'enfance, devenir médecin, et comment, aujourd'hui, elle se bat pour faire entendre les voix de ses enfants qui souffrent. Bonjour Céline Gréco. Bonjour. Alors c'est vrai, il faut être préparé. Là, je parle à mes auditrices et mes auditeurs, il faut être préparé. Donc voilà, une introduction dure, mais ça a été ta vie aussi. Donc oui. Tu es née en région parisienne, au sein d'un milieu aisé, auprès de tes parents et ta petite sœur, puisque tu as une petite sœur, Sophie. Tu étais une bonne élève, souriante, une enfance qui peut paraître dorée pour beaucoup, qui aurait pu paraître dorée, car comme c'est toi qui le dis, on pense que dans ce type de milieu, la violence n'existe pas. Ton sourire cachait une réalité terrible, tu étais victime de violences psychologiques, on l'a dit en introduction, et physiques de la part de ton papa. Il voulait absolument te faire, toi, une prodige de piano. Comment tu vivais cela avec tes yeux d'enfant, quand ça arrive, quand ce piano arrive, quand tu as 2 ans et demi, 3 ans chez toi, tu es heureuse et puis très rapidement, c'est le cauchemar. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que quand j'ai vu ce piano arriver à l'âge de 2 ans et demi, pour moi c'était un vrai cadeau. Et donc avec mes yeux d'enfant, je pense me rappeler que j'étais heureuse de ça. Et en fait, c'est très vite devenu un enfer. Après, en tant qu'adulte, j'ai compris que c'était pas le piano le problème. Mon père fonctionnait que par obsession et donc c'est tombé sur le piano. Mais c'est très vite devenu un enfer, très très vite. Oui, là tu parles très vite, c'est-à-dire que c'est quelques mois après. Déjà, c'est devenu... T'avais 4 ans et c'était déjà des brimades. Oui, c'est ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand le piano est arrivé chez nous, ma petite sœur donc, venait de naître. Elle était née très prématurée. Et en fait, mon père a commencé à s'occuper de moi et ma mère de ma sœur. Et finalement, on a grandi un petit peu en parallèle à partir de ce moment-là. Et finalement, donc, il a eu tous les pouvoirs pour développer son obsession sur moi, en fait. Je suis devenue l'extension de ses mains, en fait. Pas plus un être humain, mais l'extension de ses mains. Lui qui voulait faire du piano, d'ailleurs, quand il était petit. Il voulait faire du piano et il a fait de l'accordéon. On dit que c'est le piano du pauvre. Et donc, je pense qu'il a voulu réparer ça à travers moi. Et comment ça se traduit pour faire comprendre aux gens une violence psychologique, une violence physique, on imagine, ce qui va t'arriver, ce qui t'est arrivé pendant des années. C'est quoi une violence psychologique pour un enfant de 4 ans ? La violence psychologique, c'est de ne pas savoir si tu vas avoir le droit de manger ou pas. C'est d'entendre ta mère qui te demande à ton père si elle a le droit de poser l'assiette sur la table de la cuisine et que la réponse c'est non. C'est de ne pas savoir si tu vas avoir le droit d'aller te coucher ou pas. C'est de ne pas savoir
combien de coups tu vas te prendre, c'est de pas savoir si tu vas passer le week-end dans la cave ou pas. Enfin, c'est beaucoup de ou pas, c'est beaucoup d'incertitudes sur ce qui va arriver la minute d'après. Et puis aussi, c'est beaucoup de paroles blessantes. C'est-à-dire que j'ai beaucoup entendu quand j'étais petite, je t'aurais, t'en crèveras, mais je t'aurais, t'es pire qu'un chien. Enfin, c'est beaucoup d'humiliation, les violences psychologiques. C'est beaucoup d'incertitudes sur ce qui va t'arriver. Et puis, pas mal de punitions aussi, et peuvent pas être considérées comme de la violence physique, mais sont de la violence psychologique. Par exemple, mon père, considérant que j'avais mal travaillé, me rasait la tête. Donc, il fallait que j'aille à l'école avec la tête d'un garçon. Enfin, et donc, j'étais humiliée à l'école aussi. Ou tu y allais avec ton pauvre jogging qui était trop petit pour toi et qui te faisait encore une fois être moqué par ces enfants qui ne savaient pas. Oui. Ben c'est ça, parce que la fille du directeur, parce que mon père était directeur de l'usine du village dans laquelle j'ai grandi, et la fille du directeur, considérée comme une petite bourgeoise, qui arrive avec un jogging trop petit, qu'elle change pas, avec lequel elle reste 3 semaines, bon bah forcément c'est beaucoup de moqueries et d'humiliation qui se perpétuent au-delà du domicile finalement. Et comment toi tu réagis à ce moment-là, parce que tu en fais une habitude, pour toi c'est quelque chose qui est quotidien, donc tu es content d'arriver le lundi à l'école pour pouvoir ne pas être le week-end avec cette oppression, mais tu penses que tu vois la lumière à la fin de ce tunnel sombre, où tu te dis à 6, 7, 8 ans, où tu te dis juste c'est ma vie et ça le sera encore pendant les 10 prochaines années? Non, vraiment tu te dis que c'est comme ça. Vraiment, je me suis mis en mode survie. Le fait qu'ils me disent « je t'aurais, t'en crèveras, mais je t'aurais », j'ai compris que c'était marche ou crève. Donc j'ai choisi de marcher, je voulais vivre. Mais je m'imaginais pas du tout que j'aurais 18 ans. C'est-à-dire que je rêvais pas de me dire « oh là là, quand je serai majeure, je ferai ce que je veux », pas du tout. T'es dans une routine un peu mortifère, mais une routine quand même, et donc tu t'habitues finalement et tu ne vois pas du tout le bout du tunnel, pas du tout. Tu l'espères peut-être inconsciemment, mais tu le vois pas. Et là-dessus, vous avez une petite cellule familiale, parce qu'il y a ta maman et ta sœur Sophie, qui est donc un peu plus petite que toi. Comment ça se passe justement? Ta maman, tu le dis, est sous emprise psychologique de ton papa, a peur, si elle peut dire quelque chose, de vous perdre aussi. En tout cas, c'est comme ça que tu le comprends aujourd'hui. Et ta sœur, qui avait elle-même quelques difficultés physiques, de fait qu'elle était grande préma, comment ça se passe toutes les trois par rapport à ce tyran? En fait, on s'est soudées toutes les trois et chacune a fait ce qu'elle a pu, pour moi. Donc en fait, effectivement, ma mère, au début, elle cherchait à s'imposer et puis très vite, s'est effacée par peur de nous perdre, par peur, parce qu'elle était complètement sous emprise, y compris sous emprise financière. Mais voilà, par exemple, le vendredi soir, elle cachait les ciseaux pour pas qu'ils me coupent les cheveux. Quand j'avais pas le droit de manger, elle me cachait de la nourriture dans ma chambre. Et très vite, ma sœur a fait la même chose. C'est-à-dire que très petite déjà, elle savait que voilà, si j'avais pas eu le droit de manger, elle cachait sous son pull de la nourriture, qu'elle allait me cacher dans mon armoire à vêtements. Et quand j'étais enfermée dans la cave, alors qu'elle avait 5, 6, 7 ans, elle descendait voir si j'avais besoin de quelque chose. Donc et moi, quand j'avais le droit d'aller me coucher, en fait, j'allais dans sa chambre et je lui lisais des histoires ou je lui racontais des histoires. Et donc en fait, on s'est soutenus, j'ai envie de dire un peu en douce, pour qu'on puisse survivre. Et quand il n'était pas là, par exemple, quand il était en déplacement ou quand il rentrait plus tard, c'était vraiment, le chat n'est pas là, les souris dansent, quoi. On regardait un peu la télé, on faisait un plateau repas. Et le mercredi après-midi, ma mère débranchait le téléphone pour que un ami à moi ou des amis puissent venir et qu'ils puissent pas appeler et demander où j'étais. Donc en fait, voilà, chacune a essayé d'aider l'autre, mais en douce. C'était la résistance. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Hein. C'est ça. C'est faire des choses sans que la force oppressante puisse être au courant. Exactement. Ta maman et ta sœur étaient frappées aussi? Non. Donc c'était que toi? Mais il a vraiment... Mon père fonctionne par obsession. Et donc, je suis devenue son obsession. Le piano est devenu son obsession. Et du coup, il a vraiment effacé ma sœur, qui en a beaucoup souffert aussi. Bien sûr. Et souvent, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec ton papa, lui-même a pris aussi une pression monstrueuse de son père, donc ton grand-père paternel. Et souvent, on a ces explications. Je pense que toi, tu as tellement étudié ça, parfois on répète. On pense que ce qu'on a vécu est assez abominable, et pourtant, on va certainement potentiellement le faire passer aussi à nos enfants. Mon grand-père était quelqu'un d'extrêmement méchant,
est très violent. C'est-à-dire que mon père a été battu petit terriblement, vraiment. Enfin, et je pense que pour survivre, lui aussi a dû enfin en tout cas, il a fait comme il a pu, mais je pense qu'il s'est fermé à toute émotion. Et lui aussi, ça a été marche ou crève. Et donc, il a marché en oubliant toute émotion. Mon père, c'est quelqu'un qui ne sait pas dire je t'aime, qui ne sait pas souhaiter Noël, et donc je pense que c'est vraiment et lui, il n'a pas eu la chance de tomber sur une infirmière scolaire qui lui a sauvé la vie, en fait, qui lui a dit c'est pas normal ce que vous avez vécu. Quand quelqu'un qui a vécu ça, qui a eu tellement mal, parce qu'il a eu mal, ton père avec ton grand-père, comment il peut faire subir ça aux autres? Comment tu l'as défini, ça? Mais je pense qu'en fait, donc mon père, c'est l'aîné aussi. Et finalement, donc mon grand-père était un immigré italien qui travaillait dans les mines de Lorraine. Et mon père, tout petit, remplissait les déclarations d'impôts parce qu'il parlait italien et pas le français. Donc c'est lui qui, dès 5-6 ans, remplissait des déclarations d'impôts. Et donc, il s'est élevé comme ça. Il est devenu directeur industriel. Et je crois que, finalement, peut-être inconsciemment, à ma naissance, ça a dû vriller. Et peut-être qu'il s'est dit que, voilà, finalement, lui, vous savez, qui aime bien châtie bien, je me suis dit, peut-être qu'il s'était dit, voilà, j'ai réussi. Et finalement, si j'ai réussi, c'est par cette éducation. Donc, pour que ma fille réussisse, il faut qu'elle ait cette éducation. C'est difficile de dire ce qui s'est passé dans sa tête, mais j'ose penser que c'était quelque chose d'inconscient, quoi, qui s'est rejoué. Parce que jamais t'as pu t'asseoir après avec ton papa pour avoir ce type de discussion. Jamais. Et d'ailleurs, je me rappelle de quelque chose quand j'étais petite, c'est que je subissais déjà ces violences quotidiennes. Et un jour, il regardait les infos, et il y a eu un cas d'un enfant qui avait été tué par ses parents. Et il a dit, il faudrait vraiment que certains aient un permis pour avoir des enfants. Et il l'a dit en étant persuadé que ce qu'il voyait à la télé était horrible et que c'était scandaleux que des parents puissent battre leurs enfants. Et je me rappelle de cette phrase. Donc vraiment un déni total. Et on n'en a jamais reparlé. Et je pense que pour lui, et quand on écoute ma tante, par exemple, son père ne l'a jamais battue. Or, on a des témoignages qui disent que oui. Et donc, je pense que parfois, c'est tellement difficile de regarder la réalité en face qu'on préfère... Vous savez, la mémoire traumatique, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait réaliste. Tu obères, en fait. Ouais. Tu veux pas voir. C'est ça. Et à l'inverse, ce qu'on voit souvent, c'est que justement des enfants qui ont été battus, abîmés, physiquement ou psychologiquement, ont une tendance assez rapide à pardonner. Si ton papa était venu te voir des années après et t'avait dit, t'avais justement dit je t'aime et demandé le pardon, tu l'aurais donné, toi? Je l'ai beaucoup cherché, je l'ai beaucoup attendu cette demande. J'ai tellement attendu qu'il m'explique ce qui s'était passé, qu'il vienne s'excuser, qu'il reconnaisse en fait. Ouais. Probablement que je l'ai tellement attendu que peut-être que je lui aurais pardonné. Le truc, c'est que ça s'est pas posé, en fait. Il a jamais reconnu. Je pense qu'il est persuadé que c'est dans ma tête, et dans celle de ma sœur, et dans celle de ma mère, et dans celle de l'infirmière. Et pourtant, il a été condamné, on va rentrer dedans. Mais comment t'expliques ça, le fait que t'aies subi autant, et qu'un mot de sa part, c'est quand même, et c'est le cas de beaucoup de gens, on a eu quelques personnes ici qui étaient à ce micro-là, qui ont eu ce type de grandes difficultés et de pression et d'être abîmés physiquement par un des deux parents, qui, un mot, aurait pu tout oublier. Je le dis dans l'hypothèse, parce que c'est pas arrivé. Ouais. Mais je me dis que, vu sa personnalité, ça aurait été tellement incroyable qu'il fasse cet effort que... Et puis en plus, moi je pense qu'on peut pas vivre dans la haine non plus. Et je pense que ça permet aussi de passer à autre chose aussi, quand même. Ouais. Mais bon, encore une fois, on est dans l'hypothèse, c'est jamais arrivé. Oui, mais ça aurait été un énorme effort et du coup une remise en question de damner. T'imagines que tu es en train de trouver un truc complètement... Enfin, moi je trouve que c'est incroyable de voir que avec tout ce qu'il t'a fait subir, t'aurais réussi à trouver quelque chose de positif dans la pénombre. C'est très beau. Je trouve que on arrive là, et c'est des vrais sujets. Mais sujet aussi que j'aurais aimé aborder un autre, c'est tes camarades de classe. Parce que là, on parle de ta cellule familiale. On sait que t'es content d'aller à l'école. En plus, t'es brillante. Mais t'as pas cette copine avec qui tu vas évoquer ça.
Jamais une fois quelqu'un a vu quelque chose. Je parle avant de cette infirmière scolaire dont on va parler dans quelques minutes. Non, je pense pas. En fait, ils auraient pu. C'est-à-dire que ils auraient pu se rendre compte qu'il y avait quelque chose de pas normal. Voilà, c'est ça. C'est par exemple mon meilleur ami. Quand il venait le mercredi, il se cachait dans le parking, à côté du parking, et il attendait que la voiture de mon père démarre pour venir. Donc, il avait déjà intégré qu'il fallait qu'il attende que la voiture de mon père démarre pour venir à la maison. Donc, mes camarades savaient qu'il y avait quelque chose de pas normal, mais moi, j'en avais jamais du tout parlé. Pareil, ils me voyaient pas en gym, ils me voyaient pas à la piscine, parfois ils me voyaient pas l'après-midi, donc ils me voyaient pas en voyage scolaire. Donc, voilà, je pense que mes camarades auraient pu se rendre compte de quelque chose, mais d'un autre côté, c'est demander beaucoup à des enfants, puisqu'en fait, on était des enfants. C'est compliqué. Donc cette histoire, tu la racontes sous un pseudonyme, hein, Céline Raphaël, ça s'appelle La Démesure. Vous pouvez le trouver aujourd'hui, ceux qui ont envie de lire cette lecture que je vous conseille, mais qui est évidemment dure. On parle de livres, moi j'ai écrit mon dernier livre qui s'appelle Pause, et dans ce livre Pause, je parle de ces rencontres. Ces rencontres qui, quasiment chacune ou chacun d'entre nous, a changé la trajectoire de notre vie. Toi, ça se passe au lycée, tu as 14 ans, et là, tu vas commencer à t'ouvrir, parce que tu avais d'autres opportunités un peu avant, tu ne l'as jamais fait, tu t'es toujours posé la question, et si tu le faisais, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les gens vont te croire? Et là, la porte s'ouvre petit à petit, c'est Séverine, cette infirmière scolaire qui, ce que tu dis, a sauvé ta vie. Ah oui, totalement. J'avais pas eu tellement d'autres opportunités avant, parce que personne n'avait voulu voir ou m'avait posé de questions. Je pense qu'avant, si quelqu'un m'avait posé la question, peut-être que j'aurais pu donner une réponse. De français. Mais ça, c'était en seconde. En fait, c'est la professeure de français de seconde qui m'a permis de rencontrer Séverine. Parce qu'en fait, le jour de la rentrée, en seconde donc, elle nous a demandé d'écrire au verso les renseignements usuels et au recto ce qu'on voulait. Et j'ai écrit, voilà, je fais 45 heures de piano par semaine. Et c'est cette phrase qui a fait que le lendemain, Séverine m'attendait à la récréation pour m'emmener dans son bureau à l'infirmerie. Faut qu'on se parle. Ouais, c'est ça. Et en fait, elle voulait me demander, quand on en a reparlé plus tard, en fait, elle voulait me demander de faire un sacrifice en me disant, tu sais, il va y avoir le bac, puis le bac, le bac de français, puis le bac. Pas du tout non, à pas ça. du tout. Et en fait, elle voulait me dire, voilà, il faudrait que tu fasses un peu moins de piano. Et la seule phrase que je lui ai dit, c'est, je déteste le piano. Sauf que quand je lui ai dit cette phrase, je faisais 31 kilos, j'étais habillée en taille 44 avec un col roulé jusque sous le nez, et on voyait même pas mes mains et tout. Et donc, elle s'est dit, il doit y avoir un truc qui cloche. Et c'est la seule et la première qui a fait cette démarche de se dire, il doit y avoir un truc qui cloche. Et elle est revenue chaque récréation jusqu'à ce que je lui parle. Et quand tu as eu 14 ans de silence, tu lui parles pas tout de suite. Tout de suite. Donc ça a quand même mis 1 ou 2 mois avant que je me dise. Moi, j'avais très peur. Je me disais, si jamais je lui parle, elle va appeler mon père et je suis morte. Vraiment, c'était ça. C'était binaire. Elle appelle mon père, je suis morte. Et donc, je lui parlais pas. Et il a fallu que je prenne confiance en elle et que je sache que non, je pouvais lui parler, qu'elle allait pas l'appeler et que peut-être ça allait être la première personne à qui j'allais pouvoir me confier. Mais ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Tu te confies. Et là, il faut attendre quelque chose parce que en fait, c'est ta parole contre la parole Exactement. De ton papa. Donc là, il faut attendre qu'il y ait des sévices et qu'il y ait une capacité d'avoir vu une marque, en fait. Ça va évidemment arriver assez rapidement. Raconte-nous donc ce qui se passe après. Elle avait raison parce que c'était effectivement ma parole contre la sienne, mais attention, c'était finalement la parole d'une adolescente anorexique. Et la pathologie mentale, en France, elle est quand même très mal vue. Et donc, ça, le fait parce qu'en fait, quand j'étais en 3e, j'ai arrêté de manger en me disant, voilà, peut-être qu'il va se rendre compte que je suis malheureuse. Donc, j'ai perdu beaucoup de poids et je suis tombée dans l'anorexie, mais de façon, entre guillemets, volontaire, si je puis dire. C'était vraiment pour alerter. Sauf que du coup, je venais de perdre 90% de ma crédibilité. Et donc, elle avait raison, il fallait faire des constats de coups. Et donc, on en a fait plusieurs, on en a fait beaucoup. Pareil, j'ai mis 2 mois avant d'accepter de les faire parce que j'avais honte. Et effectivement, le fait d'en faire pas mal a permis ensuite qu'elle fasse un signalement et que je sois auditionnée à la brigade des mineurs. Donc tu étais battue toutes les semaines ? Mais tous les jours. J'ai été victime de violences physiques tous les jours de ma vie jusqu'à ce que je sois placée. Tous les jours. Il n'y a pas eu un jour où j'ai pas pris de coups de ceinture, de coups de pied, coups de poing, coups de savate. Jamais. Pas un jour. Pas un jour. Et ton père arrive après dire non, ça n'est jamais arrivé. Parce que c'est ce qu'il va dire. Hein. Oui, tout à fait. Il a dit que j'étais très maladroite et que je tombais beaucoup. C'est dingue. Et d'ailleurs, l'avocat a dit, et ça je l'entends souvent, en parlant du père de mon père, qu'il était sévère mais juste. Et je ne peux plus supporter d'entendre cette phrase parce qu'en fait, on l'entend beaucoup. Il était sévère mais juste. Beaucoup de gens, malheureusement, sont aujourd'hui victimes de ces violences physiques,
ou psychologique, si ce n'est sexuel. C'est le cas aussi d'enfants ou de jeunes. Qu'est-ce que toi, qui as vécu ça, tu veux leur dire? Il faut trouver justement quelqu'un qui va les écouter, il faut aller tout de suite trouver une solution pour alerter, aller voir la police, l'hôpital. Qu'est-ce que tu conseilles, toi, aujourd'hui? En fait, c'est super dur parce que finalement, on dit beaucoup aux enfants qu'il faut parler. Mais en fait, ça veut dire qu'on leur met un peu la responsabilité de ce qui se passe. Si tu parles pas, alors dans ces cas-là, tu cautionnes. Si tu parles pas, tu es un loser. Enfin, je trouve que c'est très difficile de mettre cette pression sur les enfants pour qu'ils parlent. Non, ce que j'ai envie de dire, c'est aux adultes autour. Regardez les enfants. Ouvrez les yeux. C'est ça, regardez les enfants dans vos classes, regardez vos collègues de travail, femmes ou hommes d'ailleurs, parce que ça peut arriver aussi. Mais oui, c'est ça, ouvrez les yeux, ouvrez vos oreilles aussi. Enfin, le nombre d'enfants pour lesquels on peut entendre des cris de l'appartement du dessus, d'en face, d'à côté. Moi, j'aurais plutôt envie de dire aux adultes ou aux collègues, ouvrez les yeux, ouvrez la bouche, ouvrez les oreilles. Et regardez autour de vous, parce que ça se voit, je suis désolée, ça se voit, un enfant qui va pas bien, une femme qui va pas bien, ça se voit. Là, on se retrouve où, ça y est, tu fais cet effort-là, tu t'échappes, ton père te chope, il va te rattraper, tu vas finalement partir, et là, tu vas être placé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Séverine, donc l'infirmière scolaire, elle voulait vraiment faire un signalement, c'est-à-dire signaler au procureur de la République que j'étais victime de violence. Et j'avais tellement peur des conséquences que je lui disais non, si vous faites ça, je vais me suicider et tout. Et donc, elle avait hyper peur de le faire et elle l'avait pas encore fait. Et en fait, ce qui s'est passé un week-end, c'est que donc on était au piano et puis tout d'un coup, mon père s'est levé, il a fermé la porte, je l'ai entendu aller aux toilettes, il est revenu. Il a fermé les volets, il est reparti. Et en fait, je me suis dit, c'était l'imminence de la mort. Enfin, je me suis dit, ça y est, je vais mourir. Et donc, en fait, c'était pas pour fuir, c'était dans un esprit de survie. Je me suis dit, il faut que je sorte, il faut que j'aille à la boulangerie. Je m'étais dit, dans ma tête, je vais aller jusqu'à la boulangerie et je vais appeler Séverine. Voilà, c'était ça dans ma tête. Et donc, j'ai ouvert les volets, j'ai sauté par la fenêtre. J'ai commencé à courir vers la boulangerie. Et en fait, il a entendu la fenêtre s'ouvrir et du coup, il m'a couru derrière. Et il m'a rattrapé par les cheveux. Alors, c'est pareil, on était dans une résidence, un lotissement où étaient les voisins. Mais en tout cas, il m'a ramené par les cheveux à la maison. Ça dérangeait pas. Ce que tu dis, c'est que ça dérangeait. En tout cas, personne n'a vu, je sais pas. D'accord. Comme d'hab, personne n'a vu. Et donc, il m'a ramené à la maison. Ça a été une scène très violente. Après, il est monté dans ma chambre, il a commencé à tout casser. Je suis montée derrière, il m'a rattrapé par les cheveux. Il m'a descendu dans les escaliers par les cheveux. Je me suis cassé 2 vertèbres. Enfin, ça a été une scène très violente. Et là, le lendemain, c'était un jour férié, mais lui est allé travailler. Et donc, j'ai appelé Séverine et je lui ai dit, je suis d'accord pour qu'on fasse le signalement. En fait, c'est ça qui a tout déclenché dans ma tête. C'est vraiment cette conscience de la mort imminente. Donc là, enfin, tu fais signalement. Et puis, tu avais aussi la peur pour ta maman et ta sœur. C'était pas que toi. Tu regardais, c'était une globalité. Tu dis, si je le fais, c'est quoi la conséquence pour elle également? Finalement, ce signalement, tu vas avoir une confrontation avec ton père. Évidemment, un moment extrêmement difficile. On peut imaginer, tu as 14 ans, voilà, et tu te retrouves à devoir témoigner contre ton papa, qui lui, évidemment, fait comme tout va bien et comme si c'était une journée classique. Tu l'expliques très bien dans ton livre. Et là, tu es placé. Donc là, c'est deuxième partie de ta vie qui commence. Exactement. Un placement. Là, tu vas voir aussi ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de moins bien dans ce monde du placement des enfants qui sont abîmés, battus. Donc là, raconte-nous un peu comment ça va se passer, puisque tu dois rester au même lycée. Et donc là, il y a évidemment une distance qui s'installe. En fait, déjà, j'ai pas fini ma seconde parce que du coup, j'ai été placée. Alors, le juge avait ordonné un placement secret, c'est-à-dire que j'étais placée à l'hôpital Mignot, mais sous X. Sous X. Donc sur la fin de ma seconde, donc j'ai pas fini ma seconde. Ensuite, pendant l'été, j'ai été placée en famille d'accueil d'urgence, toujours sous X. Et ensuite, je suis rentrée en première S, mais là, du coup, dans un nouveau lycée, puisque j'étais dans une maison d'enfants, mais qui était plus du tout mon lycée de seconde. Donc j'ai perdu ma mère, j'ai perdu ma sœur, j'ai perdu mes amis, j'ai perdu mes profs. Voilà, il a fallu tout recommencer donc dans ce nouveau lycée. Et donc j'ai fait ma première dans ce nouveau lycée. Et pendant l'année, il a fallu que je change de foyer encore une fois parce que c'était un service d'accueil d'urgence et on ne devait pas rester plus de 6 mois.
Et donc là, je me suis retrouvée dans un autre lycée. Enfin, je devais me retrouver dans un autre lycée, mais en tout cas, je me suis retrouvée dans un foyer à 2 départements de ce lycée-là. Et je voulais pas recommencer à perdre mes amis. Je voulais finir ma première S. Je voulais passer mon bac dans de bonnes conditions. Donc, tu te levais à 5h du matin. Donc, je me suis levée à 4h30 pendant ma première S et ma terminale pour aller dans le même lycée quand même. Et pas perdre mes amis. Comment ça se passe justement ces premiers mois? T'es soulagée? T'es inquiète sur le futur? C'était terrible. En fait, avec du recul, ça m'a sauvé la vie. Mais quand tu vis cette situation, c'est un tsunami. Parce que, mine de rien, en fait, les enfants qui subissent des violences rentrent dans une routine rassurante. Ça peut paraître étrange, mais la routine est rassurante parce que tu connais la même chose tous les jours. Mon père, il arrivait à 19h20. J'entendais la voiture arriver, freiner, le portail s'ouvrir, la voiture rentrer dans le garage, c'est pas sur le gravier, fermer le portail, c'est pas de nouveau... Enfin, c'est une routine de chaque instant, mais qui devient rassurante. Et tout d'un coup, tu te retrouves placé, tu vois plus ta mère, tu vois plus ta sœur, t'es dans un nouvel endroit, tu perds tes amis. Et ça, c'était terrible. Et en fait, j'ai vécu une solitude, au début du placement en tout cas, qui était... c'était une douleur morale ressenti comme une douleur physique. C'était vraiment une solitude terrible. Donc le début du placement a été vraiment terrible jusqu'à ce que finalement je puisse recontacter ma mère, parce qu'il y avait cette angoisse aussi de se dire qu'est-ce qui se passe pour elle? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que du coup il les a tuées toutes les deux? Est-ce qu'il s'est suicidé? Enfin, après, voilà, j'imaginais des choses terribles. Et donc, j'étais très inquiète pour elle. Et puis, quand j'ai pu commencer à la recontacter par téléphone, quand finalement, je me suis refait des amis dans ce nouveau lycée, ça a commencé à aller mieux. Mais c'est vrai que ça a été une période super dure. Tu nous l'as dit, si je n'avais pas été placée, je serais morte. Ah oui. Est-ce que c'était plutôt parce qu'il allait te donner la mort à un moment ou à un autre? Ou est-ce que toi, tu allais partir? Quand j'ai commencé à arrêter de manger, en me disant il faut que ça change, et en me pensant, voilà, si je maigris, il va se rendre compte que je suis malheureuse, j'étais un peu utopiste à l'époque. En fait, j'avais 2 solutions qui s'offraient à moi. C'était effectivement soit je me disais il va me tuer, soit moi je vais me tuer. En fait, c'était arrivé à un tel point que j'en pouvais plus non plus. Et donc j'avoue que je lorgnais pas mal sur les couteaux de la cuisine. Donc c'est pour ça que je me dis que dans les 2 cas, je serais morte. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est que soit j'aurais pris un mauvais coup, soit moi, j'aurais dit, bon, allez, on arrête. Quel message, toi, tu aurais pour ces jeunes qui sont placés? Je leur dirais de ne pas lâcher, en fait. Croyez en vos rêves, accrochez-vous. Finalement, vous êtes sauvés, quand même. Parce que moi, je l'ai vraiment vécu comme ça. Et après... à mon niveau, avec Impact, voilà, j'essaye de leur rendre la vie plus belle. Donc je leur dirais, lâchez rien, Impact est là, pour vous aider. On va en parler d'Impact, évidemment. On parlait des traumatismes. C'est mignon ce que tu disais sur le traumatisme et l'excuse que tu donnais un peu à ton papa en disant lui-même a eu un trauma avec son père. Toi, tu le dis, t'es comme un Dalton avec ton boulet. Je sais pas lequel des Dalton, mais en tout cas avec son boulet pendant toute ta vie. C'est quel ton plus grand trauma, toi? Que t'as pas réussi à travailler? T'as fait un travail sur toi-même, je suppose? Enfin, j'ai fait un travail sur moi-même, avec moi-même. Hein. Ouais, t'as pas vu de thérapeute? Rien. Non. Rien? Non. Et pourquoi? Toi qui es docteur, en plus. Parce qu'en fait, vous savez, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Non, C'est d'écrire ton bouquin qui t'a fait... Non, pas du tout. En fait, j'ai écrit le bouquin parce que j'allais suffisamment bien pour l'écrire. Ouais. L'idée, c'était pas du tout que ce soit... une thérapie. Non, pas du tout. Non, le but du bouquin, c'était de me dire... je veux changer les choses. Si je suis pas médiatisée, je serai pas une voix audible. Voilà, c'était vraiment ça le but du bouquin. Ton trauma, alors, toi? C'est compliqué. Je dirais que il n'y a pas eu que des violences physiques et psychologiques, et voilà mon plus grand trauma. Qu'est-ce qui s'est passé après? Donc ton papa va écoper de 2 ans de prison avec sursis. Donc là, petit point, c'est qu'on peut quand même avoir pas de prison ferme quand on atteint et qu'on fait autant de mal à une personne qui est quand même toute jeune. Donc c'est quand même dingue qu'on ne soit pas capable de faire payer plus ces gens-là. Bon, moi, ça me rend quand même fou. Mais bon, ça a miné, il y a quelque chose. Et ta maman, pas une seule fois, s'est dit, je vais partir, c'est pas possible. Mais en fait, elle a essayé. Financièrement, elle pouvait pas, ça que tu disais. En fait, il l'avait tellement rabaissée. Elle était tellement persuadée qu'elle n'était rien sans lui. Donc en fait, elle était sous... En fait, on peut pas... Pour moi, ma mère a été victime de violences psychologiques conjugales. Et on reproche pas aux femmes de pas partir. On sait à quel point c'est dur. Et alors,
Et quand je dis ça, j'ai quand même une petite part de colère, attention. Hein. C'est-à-dire que là aussi, j'ai pardonné. Je l'entends pas. Si, il y a une part de colère parce que j'arrive à comprendre pourquoi elle n'est pas partie. Cette emprise, l'emprise financière, l'emprise psychologique. Et d'un autre côté, j'aurais tellement eu envie qu'elle parte, même si on avait dû être toutes les trois dans la rue à dormir sous un pont. Je me dis au moins, on aurait eu de l'amour et on n'aurait pas subi de violence. Donc il y a une petite part de moi qui est en colère, mais à quoi ça sert aujourd'hui ? C'est pour ça. Voilà, je me dis, ça sert à quoi ? Aujourd'hui, ma mère, c'est quelqu'un qui est très dépressive, qui n'a pas eu la vie qu'elle voulait avoir, qui, quand elle se regarde dans la glace tous les matins, se dit « Mon Dieu ». Et d'ailleurs, quand on en discute avec elle, pour le coup, n'est pas du tout dans le déni. Et elle pleure tout de suite en se disant « J'ai été une mauvaise mère ». J'ai merdé. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc tu dis, ça sert à rien de l'enfoncer plus que ça. Bah non. Et tout à l'heure, tu nous disais, j'aurais aimé, et j'attendais comme si ton papa était parti, mais en fait, il n'est pas du tout parti. Donc tu me parles de lui au passé, mais en fait, il est vivant, ton papa. Donc oui. en fait, tu sais que ça n'arrivera jamais, c'est pour ça que tu parlais au passé. Ou oui. T'attends encore aujourd'hui qu'un jour, il... J'attends plus. Tu lui parles encore de temps en temps ? Non. Jamais ? Non. C'est quand la dernière fois que tu lui as parlé ? Quand j'étais interne, au moment de la sortie du livre, j'essayais d'avoir encore des explications. Donc, tu cherchais. Ouais, c'est ça. On s'était revus. Mais c'est jamais arrivé et j'ai lâché l'affaire, en fait. Je me suis dit, n'attends pas quelque chose qui n'arrivera jamais. Ça me rendait malheureuse, en fait. Bien sûr. Bon, du coup, j'attends plus rien. C'est mieux. Ouais. Et c'est vrai, quand je t'entends, c'est vrai que... Ou quand je te parle, hein, tu vois, c'est vrai que je sens assez peu cette colère. Tu as une certaine distance par rapport à ça, qui pourrait être considérée comme... Tu vois, c'est vraiment très factuel, ce que tu donnes. Mm. C'est une protection, là aussi, que tu t'es donnée très tôt ? En fait, oui, je pense que j'arrive à donner... En fait, je donne pas mal le change. Mais par exemple, tu vois, tu m'as pas vu en voiture ou dans une caisse à Monoprix. En fait, c'est que Là, ah ouais, non, mais faut pas t'embêter, là. Hein. Faut pas me voir en voiture, je suis un vrai danger. En fait, c'est ça, c'est qu'il y a quand même cette petite part de colère qui est là et qui sort à des moments totalement incongrus, en fait. Et donc, voilà. Donc, voilà, mes collègues, ils savent, en général, voilà, la Céline en voiture, c'est pas bon. Et quand il y a trop de queue à Monoprix, non plus. mais ce que tu dis, c'est que, voilà, c'est des sujets, en particulier sur le pardon, c'est que tu pardonnes pas, mais tu dis juste passons à autre chose. C'est ça que tu dis ? Oui, j'essaye de me le dire. Mais après... voilà, tu aurais aimé que ce soit de la vraie prison ? Non. En fait, sur le coup, j'étais super soulagée parce que du coup, voilà, j'étais pas responsable de la destruction de la famille. C'est ça qui, quand il y a eu le procès, mon angoisse majeure, c'était qu'il aille en prison et que du coup, ma mère se retrouve toute seule. Elle avait jamais travaillé. Comment elle allait faire ? Enfin, j'étais très inquiète pour ma mère et ma sœur. Donc, j'étais contente. Aujourd'hui, des fois, je me dis, ouais, c'est un peu facile. Mais d'un autre côté, en fait, ce qui était le plus important pour moi, et ce que n'a pas eu ma sœur, c'est que moi, j'ai un papier du tribunal qui me reconnaît victime et qui le reconnaît coupable. Et franchement, déjà, ça, c'est hyper prison, important. Sursis ou pas. Hyper important. Parce qu'en fait, il a une telle capacité de déni lui-même et de pouvoir te faire croire à un moment donné que peut-être c'est dans ta tête, que d'avoir ce papier, tu dis que c'est pas la seule. Rassure. Pas la seule. Voilà. Et donc, quand tu écris ce livre, en fait, tu dis pas tout alors ? Non. Et pourquoi ? Parce que y a ce qui a été jugé. Et voilà. Et donc, ces violences autres, tu n'en avais pas parlé aux policiers ? Alors, j'ai essayé. En fait, j'ai été reconvoquée à la brigade des mineurs pendant que j'étais à l'hôpital. Et ce qui s'est passé, c'est que donc, j'arrive dans la pièce où il y avait le lieutenant. Et il me dit, bon alors, on se revoit et tout. Il me dit non, parce que bon, moi aussi, je vais dans la chambre de mes enfants le soir. Alors, t'as quelque chose à dire ? Et je lui ai dit non, j'ai rien à dire. Il a commencé comme ça. Il a dit, parce que bon, moi aussi, je viens dans la chambre de mes enfants le soir. Bam. Bon, voilà, il n'y avait pas les auditions Mélanie à l'époque, tout ça. Donc, et en fait, il m'a... puisque c'était normal, c'était normal. Et puis voilà, et on est passé à autre chose et voilà. Et après, donc ça, tu l'as enfoui ? Oui. Et même quand tu écris le livre ?
Ah bah non, parce que là, quand même, enfin, je veux dire, je peux... Enfin, non, c'était... Pourquoi c'était? T'écris un livre? Tu Ça t'as hésité? J'ai hésité, je me suis arrêtée dans un des chapitres Ouais. au moment où... Ouais. L'étoile de berger, volonté de devenir médecin. Pourquoi tu l'as aussi tôt que ça? Ça vient, quand tu regardes avec un peu de recul, comment tu te dis que c'est aussi jeune que ça? C'est ce que disait ta maman, c'est ce qui était important pour toi très jeune. Tu parlais de ça, médecin. Déjà, elle m'a dit quand j'étais en maternelle. Enfin, je pense que c'est mon caractère, en fait. Je pense que je suis quelqu'un d'hypersensible et empathique. Et que, bon, déjà, elle me dit, voilà, t'aider les autres dans la cour, voilà. Donc, je crois que c'est une question de caractère, d'empathie, de vocation, pour le coup. Et c'est vrai que j'ai jamais dévié. Mon rêve, c'était d'être médecin. Et même plus que ça, c'est-à-dire que j'avais dû voir, parce qu'on était en Auvergne à l'époque, donc j'étais pas à Paris, et j'avais dû voir à la télé l'hôpital Necker enfants malades, et mon rêve c'était d'être médecin à Necker. Voilà, et j'ai... Eh ben bravo, je suis tellement bravo, fier et heureux pour toi. Bac en poche, tu te lances des études de médecine, tu reçois une bourse de la part de la fondation Bettencourt-Schuller. Parlons-en parce que c'est une des plus grandes fondations et certainement une des plus belles fondations qui existent aujourd'hui en France pour devenir médecin-chercheur. Donc on avance, enfin tu continues à avancer comme ça. Tu dis un truc, moi, qui m'intéresse. Tu dis que sur la formation des médecins, tu dis qu'ils ne sont pas bien formés à détecter les maltraitances faites aux enfants. Comment t'expliques ça? Quand j'étais étudiante en médecine, déjà, j'ai eu 1 heure de cours sur le syndrome de Silverman, qui est quand même un cas très particulier de maltraitance. Le syndrome de Silverman, c'est un enfant à qui on va faire une radio, souvent des bébés, et on va voir sur la radio des fractures d'âge différents. Je veux dire, c'est quand même très particulier. Et donc, j'ai eu 1 heure de cours là-dessus. Et donc, en fait, je pense que la formation s'est améliorée depuis, mais il y a quand même des difficultés à repérer. Il y a la peur de repérer aussi. Et puis, il y a aussi cette croyance aujourd'hui que la maltraitance, elle arrive que dans les milieux sociaux défavorisés. Et donc, on passe à côté de la moitié des enfants, en fait. Et donc, il y a cette aversion de voir, comme disait Kempf, qui était un chercheur qui a beaucoup travaillé sur la maltraitance, c'est l'aversion de voir. Et donc, les médecins sont des humains. Et donc, il y a aussi ce sentiment que c'est pas possible que des parents fassent ça à leurs propres enfants. Et donc, comme c'est pas possible, on se met des œillères. On l'étudie moins. Ouais. Je parlais de ce livre que je reconseille, qui a été, d'ailleurs, qui est un best-seller, traduit en 6 langues, plus de 100 000 exemplaires, je sais pas quels sont les derniers chiffres, en tout cas, assez impressionnant, une vraie médiatisation. Et dans la conclusion de ton livre, tu reprends la citation que l'un de tes professeurs, au moment de ton placement au foyer, t'avait dite. Qui s'embarrasse à regretter le passé perd le présent et risque l'avenir. C'est beau, hein. Et donc, dans mon livre, Impose, je parle beaucoup de cette nécessité de bien se connaître. Que souvent, soit on ne fait pas le travail pour bien se connaître, soit on essaye de montrer une version optimisée de soi-même, très romancée de soi-même. Et de dire, de ne pas avoir peur de se regarder en face, sans oublier notre passé, nos douleurs, nos traumatismes, nos failles. Comment toi, tu as fait justement pour ne pas avoir peur de revisiter ce passé? Ce livre, c'est ça, tu dis tout à l'heure très justement que ce n'était pas du tout thérapeutique, tu allais suffisamment bien pour l'écrire. Mais quels conseils, parce que c'est aussi ça, Pause, c'est donner des conseils à des gens qui peuvent nous écouter, qui eux-mêmes ont eu des moments difficiles, des moments doux, des moments des vraies douleurs. Comment tu peux les conseiller pour justement arriver à avoir le courage de revisiter son passé? Je pense que de toute façon, si on refait pas le point avec l'enfant qu'on était, c'est difficile de devenir un adulte. Mais c'est difficile de donner des conseils aux gens. Je suis pas meilleure qu'un autre. J'ai pas les bonnes solutions. T'as peut-être, en commençant de très 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 bas, t'as réussi quand même à prendre des chemins de traverse assez impressionnants et d'arriver à un endroit qui n'est certainement pas un ciel bleu et du soleil tous les jours, hein, mais en tout cas, par rapport à là où t'étais, comment toi t'as fait dans ce cas-là pour revisiter ça? Mais je pense que c'est plus la chance que j'ai eue de réussir à faire les études que je voulais, de devenir médecin, de pouvoir m'occuper d'autres, d'avoir un mari aussi qui est extraordinaire, et donc d'être stable dans la vie actuelle, et puis d'avoir cette possibilité aussi de m'engager avec impact pour faire changer les choses. Je pense que ce qui doit être terrible, c'est l'impuissance. C'est d'être là avec ce passé, de pas savoir quoi en faire, et c'est ça qui détruit, je pense. Et donc, alors dans ces cas-là, le conseil que je donnerais, c'est pour surmonter ce passé,
engagez-vous pour, à votre niveau, chacun peut faire quelque chose à son niveau, faisons changer les choses, quoi. Tu réalises ton rêve d'enfant, tu l'as dit, aujourd'hui chef de service de médecine, douleur et palliatif à l'hôpital Necker Enfants Malades, un des plus réputés d'ailleurs. Pourquoi d'ailleurs c'est un des plus réputés? Pourquoi quand on entend parler d'enfants malades, c'est toujours Necker qui revient tout le temps? Il y a une raison? Pourquoi vous êtes les meilleurs chefs de service justement qui sont là-bas? Est-ce qu'il y a une raison? Non, il y a d'autres hôpitaux pédiatriques très bien. Il y a l'hôpital Robert Debré, il y a l'hôpital Trousseau. Oui. Mais souvent on parle de Necker, il y a une raison? Mais parce que je pense que Necker, pour le coup, est un centre de référence de beaucoup de maladies génétiques. Okay. Et c'est peut-être ça qui le différencie. Mais vraiment, je pense qu'en tout cas, pour ce que je connais et pour la région parisienne, les 3 hôpitaux pédiatriques sont vraiment très, chouettes. Très bons. Si on parle, pour expliquer aussi pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi aujourd'hui, quand je dis chef du service de médecine de la douleur et palliative à l'hôpital, c'est quoi, d'une manière très concrète, les missions d'un chef de service sur ces thématiques-là? En fait, c'est de diriger une équipe formidable au passage, de médecins, d'infirmières, de psychologues, qui vont au chevet des enfants et des adultes, parce que Necker Enfants Malades, il y a beaucoup d'adultes, qui vont au chevet de ces enfants et de ces adultes hospitalisés, qui souffrent de douleurs chroniques, qui souffrent de douleurs sur des maladies génétiques, qui souffrent de douleurs liées à un cancer, ou qui sont en phase palliative d'une maladie génétique, d'un cancer, et de les prendre en charge. Alors, au moment de l'hospitalisation, mais on a aussi beaucoup de consultations externes, donc on voit des enfants et des adultes qui souffrent de douleurs chroniques pour différentes causes. Et puis, ma recherche à l'Institut Imagine fait que, voilà, moi, encore une fois, comme je le redis, c'est l'impuissance qui m'est insupportable. Et donc, quand je ne sais pas comment prendre en charge un patient, j'ai besoin de me dire que je fais quand même quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai une activité aussi de recherche sur la douleur de l'enfant pour pouvoir être innovante aussi au niveau thérapeutique et proposer des solutions antalgiques nouvelles à ces enfants qu'on n'arrive pas à soulager. Et puis merci de préciser que tu as une équipe formidable. Et d'ailleurs ici, moi, à chaque fois que je peux évidemment dire à quel point... j'aime vraiment ces infirmières, en particulier ces docteurs, les gens qui au quotidien passent leur temps et leur vie à aider des gens qui connaissent pour quelques heures, quelques jours, quelques semaines. Donc merci. C'est exceptionnel et puis c'est encore très souvent sous-payé. Donc redisons-le encore une fois, c'est des gens qui font ça et qui devraient être mieux rémunérés. Et mais merci pour leur travail. On va parler maintenant d'impact, ton association. Avant ça, il faut juste parler d'un chiffre. On parle de 6 à 14% des enfants qui vivent en France aujourd'hui. Donc 10% des enfants en moyenne seraient victimes de violences physiques, sexuelles ou psychologiques. Donc on n'est pas en train de parler d'un petit chiffre. C'est considérable. Donc de nouveau, c'est autour de nous. Regardons, faisons attention, parlons, écoutons. En 2022, tu crées ton association Impact, c'est tout récent. Pour nos auditrices et nos auditeurs qui ne connaîtraient pas, qui n'auraient pas entendu parler d'Impact, est-ce que tu peux nous expliquer la mission d'Impact? La mission d'Impact, c'est de prendre en charge la santé, la scolarité, l'accès à la culture, l'aide à l'insertion professionnelle des jeunes de 3 à 25 ans. Et j'insiste, on ne s'arrête pas à 18 ans, comme à l'aide sociale à l'enfance, ou à 21 ans dans le meilleur des cas, jusqu'à 25 ans, des jeunes qui sont pris en charge à l'aide sociale à l'enfance et qui donc ont été victimes de violences ou de négligence. Est-ce que son lancement a été évident pour toi? Est-ce qu'il a été compliqué? Est-ce que tu sais que c'est ça qu'il faut que tu fasses, malgré tes journées, comme tu le disais, très chargées? Ça a été une évidence à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en 2013, à la sortie du livre, c'était une évidence que je voulais m'engager en protection de l'enfance. Ce qui m'a permis d'ailleurs de rencontrer Laurence Rossignol, qui était la ministre de la Famille et de l'Enfance de l'époque, et de travailler avec elle à l'élaboration de la loi du 14 mars 2016, qui réformait la protection de l'enfance. Ça m'a permis d'être nommée comme personnalité qualifiée au CNPE, donc au Conseil national de la protection de l'enfance, d'y monter la commission santé de l'enfant en protection de l'enfance. Et finalement, c'est par un... Donc voilà, mon engagement était là au niveau du gouvernement. J'ai commencé à faire pas mal de conférences aussi pour le grand public, pour la justice, pour les travailleurs sociaux. Et il manquait quelque chose. Et finalement, là, ce qui m'a permis de lancer Impact, c'est qu'en fait, au moment du Covid, et grâce à la Fondation des hôpitaux, grâce à Madame Macron, on a pu lancer les 7 premières équipes mobiles
hospitalières référentes en protection de l'enfance. C'est-à-dire des équipes mobiles dans les hôpitaux comme Necker, Trousseau, Robert Debré, Jean Verdier, C'est en région aussi. En région aussi, à Brest et à Grenoble. Des équipes qui font un peu comme mon équipe douleur, c'est-à-dire qui sont appelées quand un soignant a un doute sur le fait qu'un enfant puisse être victime de violence ou pas. Et c'est la Fondation des hôpitaux qui a financé ces 7 premières équipes mobiles. Et puis, dans l'année de sortie de ces équipes, est sortie une instruction ministérielle pour qu'il y ait une UAPED, donc unité d'accueil pour les enfants en danger, par département. Et ça a été comme une évidence pour moi. Je me suis dit, waouh, ça veut dire que une politique de mécénat peut devenir une politique publique. Et je me suis dit, voilà, il faut que je m'engage, que je monte cette association, que je démontre qu'il y a des solutions pour que peut-être elles soient reprises par les politiques publiques. Et c'est pour ça que je m'étais dit, ok, avec les équipes mobiles, on va pouvoir mieux repérer les enfants plus tôt, faire de la prévention aussi. N'empêche que les chiffres, on les connaît, ils risquent en tout cas de perdre toujours 20 ans d'espérance de vie quand ils sont victimes de violences ou de négligence et que c'est pas pris en charge précocement. Et idem pour la scolarité. 13% des jeunes se présentent à un brevet des collèges quand ils sont pris en charge en protection de l'enfance. 13%, c'est 80% quand ils ne sont pas pris, c'est combien le chiffre aussi, je crois que c'est 80% des jeunes qui ont le brevet des collèges. 1% qui va faire des études supérieures. 1%. Et on a quand même aujourd'hui presque 40% des jeunes sans-abri de 18 à 25 ans qui sont issus de l'aide sociale à l'enfance. Et donc, moi, je ne pouvais pas rester avec ces chiffres-là sans rien faire. Et c'est donc suite à ça, en me disant, voilà, si je monte une association, que je montre que des solutions sont possibles, alors elles pourront être reprises. Et c'est pour ça que j'ai monté Impact. Donc là, il y a beaucoup de chiffres que tu as donnés, mais on va s'arrêter 2 secondes sur ces chiffres-là. Tu nous dis que des jeunes qui sont placés aujourd'hui ont une espérance de vie de 20 ans de moins. Oui. C'est ça, non mais c'est... Oui, et c'est très bien décrit dans la littérature internationale. Ouais. Donc c'est pas le chiffre made in Céline Gréco. Ah non, pas du tout. Bon, alors là... Non mais c'est important pour les gens qui nous écoutent. Ça paraît fou, hein. Ces chiffres-là paraissent fous. Quand tu parles de 1% des jeunes qui sont placés, 1% vont faire des études supérieures. C'est quand on parle d'injustice, c'est la double peine. Ouais. Oui, non, c'est 20 ans d'espérance de vie en moins, ce risque de perdre 20 ans d'espérance de vie en moins, c'est quelque chose qui est connu depuis 1998 par un chercheur qui s'appelle Felitti et qui a ensuite été repris dans de nombreuses études. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on sait scientifiquement. Donc explique d'ailleurs justement, j'aime bien cette image de cette rencontre avec l'ours. Disons que cette image, elle permet aux gens de comprendre. C'est-à-dire que je dis souvent, voilà, si vous croisez un ours dans la forêt, vous allez devoir le fuir ou le combattre. Et en fait, quand vous allez croiser cet ours, votre cerveau de peur va sécréter de l'adrénaline et du cortisol, qui sont les hormones du stress, pour que vous ayez la capacité de fuir ou de combattre cet ours. Et donc, ce qui va se passer avec la sécrétion d'adrénaline et de cortisol, c'est que votre cœur va se mettre à battre plus vite, votre tension artérielle elle va augmenter, votre respiration va se modifier, pour amener du sang plus vite aux muscles, pour pouvoir fuir ou pour pouvoir combattre. Pour avoir cette énergie, votre foie va se mettre à sécréter du glucose, qui est notre carburant. Et pour que cette énergie soit utilisée à bon escient, tout ce qui n'est pas nécessaire à ce moment-là va se mettre en pause. Donc, votre tube digestif va s'arrêter et votre système immunitaire aussi. Vous fuyez ou vous combattez cet ours. Et ensuite, un thermostat va se mettre en place pour que votre cerveau arrête de sécréter de l'adrénaline et du cortisol. Et vous revenez à votre état de base. Et ce que j'essaye d'expliquer, c'est qu'est-ce qui se passe quand l'ours rentre à la maison tous les soirs. En fait, vous sécrétez de l'adrénaline et du cortisol en permanence. Donc, votre système cardiovasculaire s'emballe, vous avez le cœur qui bat trop vite, la tachycardie, la tension artérielle qui augmente. Votre foie, il sécrète du glucose en permanence. Donc, ça entraîne du diabète. Votre système immunitaire, il reprend pas. Donc, ça entraîne des pathologies auto-immunes. Et donc ça, c'est les conséquences, finalement, les modifications endocrinologiques, métaboliques. Mais ce qui se passe aussi, c'est que ce stress chronique toxique va aussi entraîner des modifications au niveau cérébral. Votre amygdale, qui régit les émotions et la peur, elle va être plus grosse. Et donc, on a des gens qui ont du mal à régir leurs émotions. L'hippocampe, qui régit les fonctions de mémoire, d'apprentissage, va être plus petit. Et donc, on a des troubles, 32 fois plus de troubles des apprentissages chez les enfants qui sont victimes de violences. Il va y avoir des anomalies au niveau des fonctions mésolimbiques qui sont le système de récompense, d'où la mise en danger. Et moi, je me suis beaucoup mise en danger, notamment en voiture, cette espèce de shot d'adrénaline où tu dépasses la vitesse autorisée. Et puis,
tu as des modifications épigénétiques, ton ADN même s'en trouve modifié, et notamment les télomères qui protègent les deux extrémités de l'ADN se raccourcissent, et ça entraîne un vieillissement cellulaire accéléré. Donc en fait, ce stress chronique toxique entraîne des conséquences qui font que, quasiment tout. À la fin, on risque de perdre 20 ans d'espérance de vie. Sur Impact, un des sujets majeurs des associations aujourd'hui, c'est de trouver de l'argent. Donc, je sais que c'est un sujet pour toi comme pour beaucoup d'autres. Je me souviens de cette discussion que j'avais eue ici avec Rada Hatem, docteure fabuleuse et qui dirige la Maison des Femmes. Un énorme projet, un très beau projet, et qui nous disait la même chose. La difficulté, c'est de trouver qui n'est quand même pas un métier de docteur. C'est d'aller taper à la porte, bonjour, j'ai besoin de vous et j'ai besoin de votre soutien. Et d'ailleurs, c'est aussi une double question. J'avais la même question avec Rada, qui est docteur, et être docteur entrepreneur, parfois, c'est un grand écart, parce que tu n'as pas suivi, comme Rada, d'études spécifiques, de formation. Donc là, tu te lances un peu pour Exactement. La première fois. Donc toi aussi, c'est la plus grande difficulté, et là aussi, tu peux utiliser ce micro pour un appel, hein. C'est quand même le nerf de la guerre. C'est-à-dire que nous, on a besoin d'un engagement financier et humain. Et c'est vrai que moi, je lance un appel aux entreprises de France. On a lancé une coalition d'entreprises qu'on a inaugurée le 20 novembre à Bercy, jour de la Journée internationale des droits de l'enfant, la coalition des entreprises de France mobilisées pour l'enfance. Et en fait, la rencontre de ces enfants et des entreprises, finalement, elle n'est pas... elle sort pas out of the blue, c'est-à-dire qu'en fait, ces enfants sont leurs futurs collaborateurs. Et donc, si les entreprises s'engagent pour ces jeunes très tôt, ce sera des collaborateurs sereins et épanouis. Et donc, c'est vrai que, voilà, on a besoin, bien sûr, de mécénat privé, parce que là, pour l'instant, Impact est basé en Île-de-France. Mais moi, j'ai l'ambition, comme Rada d'ailleurs, qu'on monte notre premier centre d'appui à l'enfance en France, c'est-à-dire le premier centre de santé dédié à ces enfants pour la région Île-de-France, mais qu'ensuite, on en ait un par région, et qu'Impact soit dans toutes les régions et les territoires ultramarins de France. Mais pour ça, forcément, j'ai besoin d'aide. Je te propose maintenant une pause amicale. J'ai demandé à quelqu'un qui te connaît très bien de te poser une question surprise. On l'écoute. Salut Céline. Tu le sais, tu es une force de la nature et j'admire ta capacité à convaincre et à embarquer avec toi les personnes que tu côtoies. Avec Okola, nous sommes heureux et fiers de pouvoir humblement être à tes côtés dans l'aventure Impact Santé. Ma question est donc la suivante. Avec toutes les initiatives inspirantes que tu mènes, quelle est la prochaine grande étape ou le prochain défi que tu aimerais relever pour continuer à faire une différence pour les enfants de l'ASE que tu soutiens? Merci. Question de Marine Noisque-Château, qui est la cofondatrice de la fondation Okola, qu'elle a créée avec son mari Stanislas. Voilà, un couple génial qui, je crois, te soutient. Oui. Donc, on n'a pas pu parler de tous les gens qui te soutiennent. Allez sur le site d'Impact, vous pouvez avoir beaucoup de noms, mais en tout cas, la Fondation Okola te soutient. Qu'est-ce que tu as à répondre à notre amie Marine? Mon ambition, mon défi, c'est d'arriver à faire en sorte que le gouvernement permette à ces enfants victimes de violences pris en charge d'aide sociale de l'enfance, d'avoir leurs soins intégralement pris en charge. Parce qu'aujourd'hui, ces enfants-là, les soins de psychologue, les soins de psychomotricien, c'est pas remboursé par la sécurité sociale, alors que ces enfants-là sont tous tellement fracassés qu'ils ont besoin d'un soutien psychologique majeur. Et donc, si j'arrivais à mon niveau à faire en sorte que ces enfants soient pris en charge intégralement de leurs soins, donc là, c'est politique publique. Donc ça, c'est politique publique. Oui. C'est quelque chose que tu pousses et qu'on pousse. C'est que certaines idées dans le privé peuvent aujourd'hui ressurgir à grande échelle sur la partie publique. Est-ce que, pour toi, tous les partis politiques ont une vision assez similaire de l'aide à l'enfance? Est-ce que c'est commun? Est-ce que tous les partis sur ce spectre républicain, le plus large possible, républicain, d'ailleurs c'est une bonne question, est-ce que tous les partis sont républicains? Mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Est-ce que tu penses que tout le monde soutient ou pourrait soutenir tes idées? Je pense que l'enfance, c'est quelque chose sur lequel personne ne peut ne pas être d'accord. Enfin, je veux dire, soutenir l'enfance, permettre l'avenir de ces enfants, je vois pas comment on pourrait être contre. La question, c'est qui s'engage? Qui vous avez déjà vu se faire élire sur sa politique de protection de l'enfance? C'est ça le problème, c'est que les enfants ne votant pas, ils sont dans l'ombre des politiques publiques. Et donc, c'est ça aussi dont on a besoin, c'est plus d'engagement de ces hommes, de ces femmes politiques
pour des enfants et pour l'avenir. Merci Marine pour ta question. Donc pour continuer sur Impact, qu'est-ce que tu mets en place avec Impact où tu vois réellement son impact positif et la capacité justement d'après d'être pris par la politique publique? Bon, déjà, la première chose, c'est que tout comme mon équipe douleur, mon équipe Impact est formidable. Et c'est vrai que sans l'équipe... On applaudit. Ah oui, ça on peut. Parce que Merci vraiment, à eux, sans elles, il se passerait rien, en fait. Donc, elles ont réussi à fédérer, en fait, ce qui est incroyable. C'est-à-dire que c'est la rencontre des entreprises du CAC 40 et des maisons d'enfants et de l'aide sociale à l'enfance. Et ça, c'était un défi qu'elles ont relevé. Et aujourd'hui, on commence à avoir des retours de l'année passée avec les enfants qui sont pris en charge dans les maisons d'enfants. Et en fait, les retours me font tellement chaud au cœur de voir que nos engagements, ce qu'on a mis en place, le soutien scolaire dans les maisons d'enfants, l'expression artistique pour ces enfants, les sorties culturelles, la bibliothérapie, des séjours linguistiques, en fait, changent l'enfant, mais aussi les autres enfants et finalement tout le collectif. Les éducateurs se sentent mieux. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, à notre échelle, on arrive déjà à observer des changements de ce qu'on a mis en place pour les enfants eux-mêmes, pour les autres enfants et finalement pour l'ensemble des maisons d'enfants. Donc, et c'est pas compliqué en vrai de mettre en place du soutien scolaire. Je veux dire, ça pourrait être fait. De l'expression artistique, pourquoi les enfants de l'aide sociale à l'enfance, ils pourraient pas faire du tennis, ils pourraient pas apprendre le violon, ils pourraient pas faire du basket, du cheval. En fait, on devrait permettre à ces enfants ce qu'on permet aux nôtres. Je vous propose une autre pause amicale. Adrien Taquet, ancien secrétaire d'État à l'enfance et aux familles entre 2019 et 2022. Chère Céline, bravo avant toute chose pour tout ce que vous continuez à faire au sein d'Impact. Alors tout ce que vous faites au sein d'Impact est évidemment éminemment politique, mais je voulais savoir si on verrait un jour Céline Gréco en politique. Puis, petite question subsidiaire au regard de l'actualité, qui n'a rien de subsidiaire évidemment. N'êtes-vous pas inquiète, comme je peux l'être, par le risque que l'arrivée au pouvoir de certains partis pourrait faire peser sur le droit de nos enfants dans notre pays? À très bientôt, Céline. Qu'est-ce qu'il parle bien, Adrien, d'ailleurs. Je connais Adrien depuis très longtemps, depuis des années, et je l'aime beaucoup. Il a beaucoup soutenu la création des équipes mobiles et le centre d'appui. Il a fait beaucoup de choses et on se sentait, parce que c'est vrai, parfois des gens sont en politique ou trouvent des secrétaires d'État ou des ministères. On se dit, ils ont un peu atterri là, voilà, lui, on l'a vu, il a pris ce poste oui. Avec une passion, une détermination assez forte. J'étais très heureux de le savoir là, et on sent que c'était un sujet qu'il portait. Et il y a beaucoup de choses qui ont été faites aussi sous ça. Alors, la question d'Adrien, Céline Gréco en politique? Non, je pense qu'en fait, et comme on l'a dit, la protection de l'enfance dépasse... Elle est apolitique, cette question, en fait. Et donc, je pense que s'engager en politique est dangereux. Tu aurais 50% des gens qui ne vont pas t'aimer. C'est ça. Et en fait, je pense que ce sujet doit rester apolitique. Après, je dis ça. Et d'un autre côté... Quand même. Non, alors, je dois être honnête. C'est-à-dire que mon idole, si je peux dire, c'est le docteur Nadine Burke. Et Nadine Burke, c'est une pédiatre américaine. D'ailleurs, si vous tapez sur Google Nadine Burke TED Talk, sa conférence de 2012 est exceptionnelle. Donc c'est une pédiatre américaine qui s'est engagée sur les violences contre les violences faites aux enfants, et elle a monté le Center for Youth Wellness à San Francisco, le premier centre de santé dédié aux enfants victimes de violences. Et puis elle est devenue General Surgeon of California, c'est-à-dire l'équivalent du ministre de la Santé de Californie. Et quand elle est devenue ministre de la Santé de Californie, elle a fait passer une loi pour que, justement, les enfants victimes de violences aient leurs soins intégralement pris en charge par l'État de Californie. Donc alors, ça donne une idée. C'est-à-dire que, voilà, si je devais m'engager en politique, ce serait, sur un temps très court, de pouvoir faire passer ces mesures qui me semblent essentielles et puis vite partir après. Donc, quels que soient les prochains gouvernements... On a une nouvelle ministre de la Santé, mais pas plus que pour quelques mois, le temps que tout soit passé. Merci Adrien pour ta question. Et donc, je vous propose maintenant une pause musicale. Céline, quelle est ta chanson culte? Sound of Silence de Simon & Garfunkel, par exemple.
On écoute un extrait. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. Céline, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir eu. Merci à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous sur RCJ. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour soutenir Pause sur radio-rcj.info ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt sur RCJ pour un nouvel épisode de Pause.